La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick est au Jardin des Buttes où on parle de fraises biologiques et aussi de conciliation, travail, entrepreneuriat, famille. Quentin Duval, Sarah Côté-Janel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au Jardin des Buttes. Bienvenue. On n'aurait pas pu avoir une plus belle journée pour être ici avec vous. On entend tranquillement parler du Jardin des Buttes de plus en plus. Petite ferme maraîchère. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que vous produisez ici? Donc, nous, on produit principalement des fraises certifiées biologiques qui sont principalement vendues en autocueillette. Sinon, on a aussi un verger de 300 arbres fruitiers qui comprend les pommes, les prunes, les poires, puis les prunes cerises. Aussi, on a de la rhubarbe qu'on vend principalement là, sous forme de nectar de rhubarbe. Okay. Ça, c'est récent, en fait. Avant, on la vendait en rhubarbe. Maintenant, c'est transformé. Puis, sinon, c'est pas mal ça, jusqu'à maintenant. Il y a une activité apicole aussi. Ah oui, oui. Donc, du miel aussi. Également. Puis un produit mystérieux qui est le nectar de rhubarbe dont on reparlera tantôt. Donc, on est dans les fruits et vous l'avez dit, dans le bio. Tout à fait. Même chose avec le bio, on en entend toujours parler beaucoup, mais on ne sait pas toujours ce que ça comporte. Pourquoi vous, comme entrepreneur, avoir choisi d'une part les fruits, mais en plus d'aller du côté bio? Bien, dans le fond, nous, on avait plus une expérience là, en production de légumes. Bien, moi, j'avais plus d'expérience dans la production de légumes. Puis, bon, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup de demandes dans le fruit. Puis, au départ, en fait, on se disait que ça pouvait être quelque chose qui pourrait être complémentaire aux gens qui font des paniers de légumes. Là. Les gens, ils cherchent beaucoup à se diversifier parce que les paniers de légumes, il y en a beaucoup qui en offrent, mais bon, maintenant, c'est rendu où est-ce qu'on se démarque. Fait qu'avec les fruits, on se disait qu'on pourrait être complémentaire. Donc, ça, c'était une raison. Pourquoi le bio? Bien, en fait, c'était en lien avec nos valeurs. On n'aurait pas fait de l'agriculture qui n'est pas durable ou qui n'est pas en lien là, avec le développement durable. Là. Donc, c'était ça ou rien. Mm-hmm. Puis, Quentin, peux-tu nous dire concrètement pour un producteur de fraises, par exemple, non bio versus un producteur de fraises bio, qu'est-ce que ça implique de plus comme risque, comme charge, comme temps pour le producteur qui choisit d'être bio? Premièrement, je dirais que on n'occupe pas toute la surface qui est disponible. On fait des rotations, donc on est obligé de travailler sur une plus petite surface. Puis, qu'est-ce que ça amène aussi comme difficulté? C'est au niveau sanitaire, phytosanitaire. Faut faire du préventif. Si on se laisse déborder par une maladie ou un insecte, une bibite, en effet, game over. On passe au travers. Voilà. Mm-hmm. Après, on est vulnérable comme tout le monde, des changements climatiques, des problèmes de gelée tardif, comme on a pu avoir cette année à plusieurs reprises. Mm-hmm. Donc, en plus des risques habituels d'une culture maraîchère, bien, il y a aussi les autres contraintes du bio. Mais visiblement, vous avez trouvé que ça valait tout à fait le coût et l'énergie pour être en accord avec vos valeurs, puis pour pouvoir poursuivre ce modèle-là. On a parlé des fraises, il y a le verger aussi. Quand vous êtes arrivé ici, d'abord, pourquoi ici? On est dans le fond du Rancette à Tingwick. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, voilà où nous allons faire pousser nos fraises? Pendant qu'on avait une activité de maraîchage, on était curieux de devenir propriétaire parce qu'à l'époque, on louait une terre. Mm-hmm. Et on a regardé, hein, le jour où on s'est décidé, on a regardé, puis miracle, Monsieur Derry, qui est notre voisin, venait de mettre en vente ce verger qui venait d'implanter. Donc, on est venu visiter, puis on est venu où nous nous trouvons actuellement. Puis, ça y est, une fois qu'on vient ici, on est... C'est ça. On n'a pas le choix, vraiment on ça, peut plus en fait. reculer. Sarah
avant même de repartir, a dit l'affaire est conclue et C'est nous on qui part dans l'aventure. déménage ici. Vous avez été chanceux, je pense, parce que, d'une part, est-ce que vous saviez déjà que vous, c'était absolument de la fraise que vous vouliez faire ou s'il y avait une ouverture sur différents projets qui se pouvaient? On était quand même ouverts, là. On n'avait pas de projet très, très précis. Par contre, ce qu'on voulait, c'est faire quelque chose de différent. On voulait pas aller sur des sentiers battus. On voulait expérimenter quelque chose de nouveau. Puis, en fait, c'est ça, la personne M. Derry, qui avait ça ici, lui, il n'avait pas nécessairement les connaissances agronomiques pour faire un projet qui ressemblerait aux autres. Il a vraiment fait quelque chose de différent, puis il s'est pas mis de barrière. Ce qui fait que, ça nous a parlé, là. Puis c'est quoi le plan de match quand on arrive sur une nouvelle terre, dans une nouvelle région, parce que vous n'êtes pas originaire de la région, ni l'un ni l'autre? Qu'est-ce qu'on fait en premier, là, comme entrepreneur, avec... On dépose nos valises, première étape. En fait, en plus, quand on est arrivé, il y avait de la neige partout, là, qu'on voyait. Oui, on a pelleté parce qu'on n'avait pas de déneigeur. Mais en fait, on a exploré notre terrain, mais il a fallu quand même attendre au printemps avant de voir ce qu'on avait entre les mains. Fait que c'était vraiment pas un stress, là, mais oui, un stress parce qu'on savait pas avec quoi on allait se retrouver. On savait pas si la fraisière qui avait été implantée l'année d'avant allait donner. On savait pas si on pouvait se fier sur ça pour comme jouer avec la saison. Puis également, dans notre vie personnelle, il y avait un premier enfant qui devait pointer le jour. Parce que vous produisez des fraises, des prunes, de la rhubarbe et des bébés. Oui, des bébés printaniers. Donc, c'est ça. Mais c'est ça. Nous, on s'était dit de toute façon en arrivant, c'était qu'on allait s'approprier le projet, apprendre à connaître toutes les cultures qu'on avait, puis s'adapter avec ce qu'il y avait déjà avant de commencer à se lancer à gauche ou à droite avec des nouvelles cultures. Fait on est un peu encore là-dedans aujourd'hui à regarder comment améliorer nos techniques avec ce qui est déjà ici avant de regarder trop loin, là. Parmi toutes ces productions-là, on l'a dit tantôt, parlez-moi du nectar de rhubarbe. Parce que moi, au départ, quand j'ai commencé à entendre parler de vous, c'était « Ah oui, c'est un endroit où on peut cueillir des fraises, mais leur nectar de rhubarbe, c'est fou! » Ouais, moi, je veux comprendre, c'est quoi cette chose-là? Puis comment ce projet-là est né dans votre, principalement, fraisière? Bien, encore Monsieur Derry, c'est sa recette. Et il nous l'a vendu. Et quand il nous l'a fait goûter, peut-être même il nous a séduit pour acheter les lieux avec du nectar. C'est un filtre d'amour à la rhubarbe, dans le fond. Tout à fait. Donc, c'est ça. En achetant ici, on avait la recette également. Et il a fallu attendre 7 années pour pouvoir le commercialiser parce que on s'improvise pas transformateur. Il a fallu passer des formations, il a fallu installer des bâtiments pour faire de la transformation. Puis aussi faire des étiquettes, faire un produit nouveau. Là. Prêt pour la mise en marché. Exactement. Exact. On l'a dit, vous faites notamment de l'autocueillette sur la ferme. Votre clientèle vient d'où? De partout. Parce que l'autocueillette de fraises bio au Québec, ça court pas les rues, là. Non, c'est ça. Non. En fait, des fraisières dans le coin ici, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, si on était une fraisière conventionnelle, à la grandeur qu'on a, peut-être qu'on passerait à côté, mais étant donné que des fraises bio, il y en a quasiment nulle part, les gens font des kilomètres et des kilomètres pour venir cueillir des fraises bio. Donc, des fois, il y a des gens qui viennent de Montréal. Mais c'est ça, les gens n'arrivent pas ici avec un petit casseau d'1 litre. Là. Ils viennent faire leur réserve pour l'hiver. Une remorque en arrière de l'auto. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, les chaudières, là, puis ils sont là toute la journée. Là, Ouais. puis, donc, c'est ça. Les gens, ils ont cette mentalité-là, peut-être plus dans le bio, là, d'être pas autosuffisant, mais de manger local à l'année. Fait que on n'a pas besoin d'avoir une grosse clientèle pour comme vider nos champs, finalement. Là. Donc, clientèle d'autocueillette. Avez-vous d'autres canaux de distribution pour les fruits, que ce soit les fraises ou les autres fruits que vous produisez aussi? Nos amis qui font des paniers de légumes et puis des kiosques à divers endroits. Voilà. Donc, c'est sûr qu'à l'autocueillette, quand il fait mauvais, les gens ne viennent pas. Puis il faut quand même récolter, il faut quand même vendre
son stock. Donc, on se garantit des points de chute pour pas se retrouver avec des quantités dont on ne saurait pas quoi faire. Puis à vos points de chute, je présume, pour avoir la fraîcheur du produit, il faut aussi qu'il soit relativement proche. Oui, oui. Bien, en fait, c'est principalement à Victo, là, mais oui, ça, c'est un point important. Là. La fraise, c'est quelque chose qui se conserve pas comme plus... Bien, une fois que c'est passé au frigidaire, ça a moins belle allure. Là, donc, c'est récolté le matin même, livré dans la matinée, puis espérons vendu dans la même journée pour que... Et manger aussitôt. Oui, Ben oui. ça, c'est moins troublant. On en profite pour faire une petite pause parce qu'on va aller voir que la fraise, c'est pas comme d'autres fruits. Il faut l'accueillir au bon moment, sinon on passe à côté de l'essentiel, le bon goût de la fraise mûre. On revient dans quelques secondes. Saviez-vous que la fraise est un fruit non climactérique? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, aussitôt cueillie, la fraise arrête de mûrir. Contrairement à d'autres fruits comme la tomate, par exemple, qui peuvent être cueillis verts ou un petit peu mûrs et continuer leur mûrissement par la suite, bien, la fraise, elle, si on la cueille trop vite, c'est terminé. Alors attention à tous les autocueilleurs, vous cueillez les fraises bien rouges, bien mûres ou pas du tout. Quentin, Sarah, au Jardin des Buttes, vous avez un modèle d'affaires un peu différent, c'est-à-dire que votre projet initial, c'était pas que vous travailliez tous les deux à temps plein sur la ferme avec des employés. Comment vous voyez ça au départ, Sarah? Bien, en fait, au départ, on voulait toutes les deux garder un travail à l'extérieur. Question de diversifier nos connaissances, de sortir d'ici un peu aussi, là. Puis, l'entreprise, on voulait la garder petite aussi. Donc, c'est pas un projet d'acheter toutes les terres autour puis de fournir des fraises bio au Costco, là. Non. En fait, vraiment pas. Notre idée, c'est de rester nous deux principalement, travailler nous deux sur la ferme puis d'avoir peut-être là, des employés en saison forte. Mais non, c'est ça. On vise à rester petit puis de garder une vie familiale, là, principalement, parce que c'est ça, depuis le début du projet, on a eu 2 enfants. Donc, ça a aussi freiné nos ambitions, là. Puis ça fait quoi, ça, dans une vie d'entrepreneur, dans une vie d'agriculteur, quand débarquent dans le projet des petits bébés? Pas un, 2! De printemps. C'est en plus presque le même jour. Hein, oui, une semaine de différence. Une semaine de différence. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait rire les clients qui viennent à l'autocueillette oui, les 2 clients, fois d'affilée. Peut-être pas les maraîchers. Oui, c'est ça. Mais c'est ça fait drôle. Les gens, ils arrivent comme « Ah, encore un petit bébé d'1 semaine! » Oui, donc c'est ça. Ça fait, je saurais pas comment le dire, là, mais ça fait beaucoup de choses à penser en même temps. Ben oui, mais est-ce que ça... Veux pas, il y a un risque à un moment donné d'être trop chargé, que ça déborde, qu'on fournisse plus. Est-ce qu'on a à choisir? Aujourd'hui, j'ai le choix. Soit je m'occupe de ma ferme, soit je m'occupe de mes enfants, soit je m'occupe de moi parce que ça fait 2 mois et demi que je me suis pas occupée de moi puis que c'est moi qui vais prendre le clou littéralement bientôt. Oui, bien, en fait, on a de la chance, là. On a quand même des enfants faciles, si on veut, là, qui suivent bien, qui font des belles nuits. Donc, moi, j'ai jamais trop écopé. C'est sûr que soutien familial. Le soutien familial, oui, c'est ça. On a nos familles qui sont là pour nous aider. En fait, sans nos familles, on serait juste pas là. On a aussi de l'aide de stagiaires. Il y a Quentin qui est à fond la caisse pas mal tout le temps. Puis moi, je fais ce que je peux. Puis c'est sûr que la priorité, ça reste les enfants. Mais c'est ça. Il faut quand même apprendre à faire plein de choses en même temps parce que la ferme, c'est comme un enfant, là. C'est pas, on peut pas mettre ça sur pause. Tu peux pas repousser à demain ce que tu aurais fait aujourd'hui parce que aujourd'hui, ton enfant a une otite, là. C'est ça. Il faut quand même faire tout au moment où il faut le faire. On travaille avec du vivant. Ça pousse. Ça nous attend pas. Il n'y a rien qui... Les gelées, il n'y a rien qu'on peut repousser. C'est toujours comme, il faut le faire maintenant. Donc, on fait avec. Puis, on fait ce qu'on peut. Faut aussi... faut pas vouloir que tout soit parfait. Faut pas vouloir tout contrôler à 100%. Faut du laisser aller. Puis, puis quand c'est le temps d'aller... Il est 17h, c'est le temps de passer à s'occuper de la famille.
mettre un peu de côté ce qui restait à faire, c'est tout. Les enfants sont arrivés qui étaient plus ou moins prévus à ce moment précis-là dans le projet. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées en cours de route que vous n'attendiez pas dans le projet de départ? Des surprises, des belles surprises, des choses qui ont demandé de l'adaptation? Ben là, là, je vais vraiment pas être originale dans ma réponse, là, mais c'est pas tant une surprise, mais les gelées, printanières, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait basculer notre entreprise à chaque printemps. Comme notre verger n'a jamais eu 100% de sa production parce qu'à chaque printemps, il y a eu des gelées qui ont fait, comme cette année, on ne pourrait pas dire exactement combien de pourcents on a perdu, mais mettons 75-80%. Ah ouais, c'est immense quand même. Donc ça, c'est quelque chose avec quoi on va falloir composer dans les prochaines années parce que c'est déterminant. Notre fraisière, on l'a abriée 8 fois au printemps, en balle, déballe, en balle, déballe. Abriée, ça veut dire qu'on a mis des couvertures sur notre fraisière pour éviter que les fleurs gèlent. Là. On travaille avec des plantes pérennes. Là. Si elles gèlent une année, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas moyen de se refaire. Là. Donc, c'est pour ça qu'on met l'accent là-dessus. Hein. Au printemps, on surveille de très près la météo pour intervenir. Puis, on ne se pose pas de questions. On s'est mis des seuils. S'ils annoncent 4 degrés, nous, c'est pas compliqué. On ne se pose pas la question. On va tout abrier. Ouais. C'est pas nous qui décident, en fait, de notre horaire. C'est Dame Nature ou les plans. Le grand patron. C'est ça. C'est elle. On est notre patron, mais pas tout à fait. C'est ça. Vous passez quand même en deuxième dans certaines prises de décision. Puis, les changements climatiques, est-ce que vous le sentez comme un risque, une menace pour laquelle vous commencez à être un peu mieux outillé, pour laquelle vous avez des trucs, ou si vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer puis de vous ajuster en cours de route? C'est par exemple pour les fraises, on va chercher à avoir des variétés qui vont être moins hâtives, là, qui vont moins arriver tôt au printemps. Même pour les arbres, c'est le choix qu'on va faire. On va essayer de prendre des variétés qui arrivent un peu plus tard pour essayer de passer entre les mailles du filet, là, typiquement. Là. Puis c'est ça, la serre qu'on voit peut-être en arrière, là, c'est pour produire des plants de fraises, nos propres plants de fraises. Donc on a la serre qui s'en vient avec peut-être éventuellement le fait de produire vos propres plants, d'être moins dépendant des autres producteurs. Est-ce que ça peut éventuellement déboucher sur le fait de devenir un fournisseur de plants biologiques à d'autres producteurs? On court pas après. Non. Donc, l'idée est vraiment pas de grossir, peu importe le chemin. C'est quoi l'objectif de rentabilité que vous vous êtes fixé? La ferme, en fait, on veut qu'elle s'autofinance. OK. Pas nécessairement qu'elle produise des centaines de milliers de dollars de profit. En fait, si un jour elle pourrait payer un salaire en plus, ça serait l'idéal, 2 salaires en plus. Mais en fait, c'est qu'on veut pas qu'elle nous coûte quelque chose. On veut que la ferme se fasse vivre elle-même. Là. Puis, tu sais, ça comprend aussi, tout le terrain, dont notre résidence. Donc, tu sais, il y a quand même des charges qu'on n'a pas à nos frais de notre emploi. Qui sont imposés. Là. Fait que c'est ça. Puis qu'elle rapporte de l'argent aussi, c'est ça. Mais le fait qu'elle s'autofinance, c'est la base. C'est ça, c'est la base. C'est vraiment la base. On a plein d'idées. Puis comme l'a dit Sarah, là, pour le moment, on les a pas mis en place. Là. Mais si on dégage des bénéfices, ça va nous laisser libre cours à mettre sur pied un nouveau projet, mettre sur pied de nouvelles choses, parce que c'est ça. On en a des idées et on a envie d'essayer un jour. Vous avez déjà l'autocueillette, donc vous avez déjà des clients qui viennent sur place, vous avez un site magnifique. Est-ce que parmi ces projets-là, il y aurait l'idée d'amener plus de gens, de faire profiter le site d'une façon plus agro-touristique ou quelque chose comme ça? Oui, c'était un peu l'idée de base, là, parce qu'ici, en ce moment, on est dans le beau coin là, du terrain. Il y a le verger qui est juste en haut, puis il y a une autre partie qui est là, ici. Puis c'est ça. C'est sûr que si les gens, un jour, nos pommiers, ils gèlent pas, ce serait le fun que les gens puissent venir faire un peu d'autocueillette ou... en profiter. Oui, même quand les gens viennent cueillir des fraises, se promener au verger, là, profiter. On a parlé un peu de votre projet de production de plants. On va en parler un petit peu plus dans la capsule, puis on se retrouve tout de suite après.
pas facile d'être producteur de fraises biologiques. Entre autres parce qu'au Québec, c'est très difficile d'acheter en grande quantité des plants de fraises biologiques prêts à être plantés. Il faut donc acheter des plants réguliers, mais on ne peut pas les appeler biologiques tant qu'ils n'ont pas passé 1 an complet dans un sol biologique sans recevoir de traitement qui ne serait pas autorisé par la norme. Ça veut dire que pendant 1 an, on regarde nos plants pousser, on arrache toutes les fleurs pour qu'ils soient plus forts l'année prochaine, mais on ne peut pas avoir de fraises pendant tout 1 an. Ah! Ça brise le cœur. Quentin et Sarah, après déjà quelques années comme entrepreneurs, 3 ans ici au Jardin des Buttes, des bébés, des fraises, des fruits, de la rhubarbe, des produits dérivés, alouettes. Qu'est-ce que vous diriez qu'a été votre plus belle découverte, votre plus beau coup de cœur, puis votre plus gros défi, là, la chose la plus difficile que vous avez eu à surmonter dans cet historique d'entrepreneur-là? Sarah, toi? Bon, mais dans le fond, mais vas-y, commence. C'est ça que tu veux dire. Ben, nous, c'était de vivre de notre passion. Puis, c'est un projet de vie. C'est ça notre plus gros défi, c'est qu'on veut que ce soit un vrai projet de vie dans lequel on ait du plaisir. Puis, en fait, on se donne le temps. On n'a pas besoin de grossir trop vite. Puis, c'est pas mal un conseil que moi, je pense, on pourrait donner, c'est faut pas vouloir aller trop vite. Parce que des fois, on regrette. On a un modèle d'affaires qui est trop important, puis je pense que ce que Sarah voulait dire, c'était en lien avec ça, là. Ben oui, c'est ça, que dans le fond, la leçon qu'on aurait eue en arrivant ici, nous, on a eu nos 2 enfants en même temps que le début du projet. Puis je dis souvent que c'est une bonne chose parce qu'en fait, si on avait été à la même vitesse qu'on allait avant d'avoir nos enfants, on aurait sûrement bâti quelque chose d'énorme, puis finalement, ben, qui n'aurait pas été viable à long terme avec notre vie familiale. Fait que c'est une bonne chose que tout arrive en même temps. Ça a été difficile, mais au moins, on a un projet à la hauteur de ce qu'on est capable de faire avec une vie familiale. Êtes-vous satisfait de comment les choses ont évolué par rapport à l'idée que vous vous en faisiez il y a 3 ans? Bien, c'est sûr que à la base, on est 2 personnes qui sont travaillantes puis qui ont beaucoup de projets. Donc, c'est quand même dur pour, je sais pas si c'est l'orgueil ou quoi que ce soit, là, mais de se dire comme qu'il faut se mettre tout le temps des barrières puis, tu sais, de se dire « on pourrait faire ça », mais non, tu sais, il faut toujours se mettre des freins parce que, en fait, on voudrait faire plein de choses, on voudrait changer plein de choses, mais il faut rester dans l'idée que on a une vie familiale, qui a un travail à l'extérieur. Puis est-ce que c'est pas justement une espèce de barrière qui nous permet d'avoir un projet qui demeure sain quand on a d'autres choses à travers, ou nous, on a un petit naturel de petite abeille travaillante qui bâtirait à l'infini, mais où ça vient naturellement nous forcer à respecter plus notre rythme et à nous permettre d'être plus viable à long terme? C'est un très bon apprentissage d'apprendre à s'arrêter là et à freiner ou à se définir des objectifs réalisables. C'est ça. Parce que là, c'est pas nous qui décidons tout, là. C'est pas mal les enfants. Donc on a Dame Nature qui est le grand boss. Ouais. On a les 2 bébés qui sont les 2e boss. Ouais. Donc finalement, vous êtes partis comme entrepreneur pour être libre, mais c'était complètement le contraire. Ah non, on est nos propres patrons, là. Puis on fait ce qu'on a envie, puis on traîne pas du pied le matin pour se lever. On y va de bon cœur. Donc, quand on se lève ici, sur un projet comme celui-là, qu'est-ce que ça fait quand on se réveille le matin au milieu de tout ça? J'ai hâte de commencer. Pas tout le temps, là, mais il y a des choses... mais surtout pendant l'autocueillette, là, moi, j'ai hâte de me lever pour aller ramasser des fraises, puis après voir tout le monde, puis jaser. Tu sais, c'est un peu le seul moment dans l'année où est-ce que moi, je vois des gens, là. Fait que je suis comme peut-être un peu trop excitée. Ouais, parce que dans le Rancette, il y a comme pas d'humain. Ben non, c'est ça. Regardez, là, nos voisins, on les voit pas. Non, c'est vrai que ça, la période de l'autocueillette, c'est une belle récompense, là. Fait que cette passion-là, cette flamme-là est encore là. C'est pas les difficultés, l'exigence, les enfants, les gelées. C'est pas tuable, là, quand on a cette passion-là. Non, non. Non, mais c'est ça qu'on voulait, des défis. On est gâtés. Parlant de défis, je pense que mon tour s'en vient. Ah oui! Vous avez préparé un défi pour moi. Bien sûr. Oui. Alors, je sais pas si ce sera avec les abeilles, la rhubarbe, les fraises,
ou peut-être de gérer les 2 bébés, mais on va le savoir dans quelques secondes. À tout de suite. Sarah, Quentin, c'est l'heure de mon défi. Je vois pas d'abeilles, je vois même pas de fraises. Alors là, je suis très intriguée. Que dois-je faire? Bon, ben à chaque printemps, j'arrive devant les boîtes, puis je me souviens jamais comment faire. Donc, je te mets au défi de monter une boîte de fraises qui contient habituellement là, nos fraises. OK. Donc, C'est un défi d'origami, finalement. Exactement. Ouais. Fait qu'on a 30 secondes. 30 secondes! Ah, on va essayer. OK. C'est moi qui ai le chrono. Écoute, c'est toi qui me donne qui sonne le départ. C'est bon, t'es prête? Écoute. 3, 2, 1, c'est parti. Go. OK. Plier sur les lignes. Plier sur les lignes. D'habitude, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, mais là, 30 secondes, ça passe vite. Ouais. Arrêtez de rire! OK, il y a des trous. 25 secondes. J'ai pas le temps d'écouter vos C'est passé commentaires. 30 secondes. Je pense que celle-là, on ne pourra plus la réutiliser. Hey! Oh non! OK, oh, dans le trou de... Ah non! Fallait le mettre Faut avant. le faire avant, voilà, c'est ça. Tu l'as. OK, Et un maintenant, côté, un côté. pareil de l'autre côté. Parfait, ça y est, tu l'as. Et pas tout à fait. Non, ça c'est dans l'autre sens. Ah non, il y a 2 autres côtés en plus. Trois côtés! Bon, ça c'est pas trop. Bravo. C'est pas exactement comme ça, mais personne ne saurait. C'est bien Ouais, parfait. Moi, je vais vous voir faire en moins de 30 secondes. On va voir si vous êtes si Bon. bon que ça. Ouais, on n'est pas des champions Ok, du monde parce attention. on en fait pas tant que ça non Alors, je veux plus. que ce soit beau, je veux que ce soit droit, je veux que ça brille. 1, 2, 3, go! Go, Il faut que c'est je copie parti. sur Quentin parce Sarah, que je elle m'en l'a souviens pas fait jamais. depuis, C'est ça, il faut qu'elle copie sur Elle l'a pas l'autre. fait depuis un an. C'est En vrai? attendant, on vous remercie d'avoir été là. Ouais. On vous dit à bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Allez, plus vite que ça!